Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go4Human. Psst. Avant ça, je voulais vous parler de Go4Human, l'aventure que je mène avec Thierry. Parce que oui, on aide les entreprises à être plus authentiques, plus engagées et plus agiles. Mais comment, me direz-vous ? Eh bien, en alignant la direction sur la vision, les décisions et la communication, mais aussi en donnant aux managers les clés pour engager, fédérer et piloter leurs équipes. Et enfin, en aidant chaque équipe à mieux collaborer et mieux communiquer. Le tout grâce à des séminaires team building, du coaching, de la formation, du co-développement et du conseil RH. Parce que oui, on en est convaincu, une entreprise qui rayonne à l'extérieur, c'est d'abord une entreprise qui brille de l'intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vie de DRH. Aujourd'hui, j'accueille Clémence Simon, qui est DRH chez Clients et qui va nous parler du sujet de la détection et de l'évolution des talents au sein de l'entreprise. Alors, comment le gérer, comment le détecter? Elle va nous en parler et on va aller bien sûr bien plus loin dans l'explication. Mais avant de se plonger dans le sujet, bienvenue Clémence, je te laisse te présenter. Merci Pauline. Enchantée. Donc moi effectivement je suis Clémence, actuellement DRH sur le scope France chez Clients. J'ai un passé on va dire de recruteuse puisque j'ai commencé mon parcours professionnel en cabinet de chasse de tête pendant de nombreuses années avec une expérience notamment en Chine puis en France et je me suis découvert peu à peu une passion pour le secteur industriel. Donc, suite à cette expérience, c'était un peu la suite logique, de rejoindre un groupe industriel pour, essayer d'apporter mes compétences, en interne et c'est comme ça que j'ai rejoint, Clients il y a maintenant 3 ans et demi avec, différentes casquettes qui ont évolué au fil du temps. D'abord en tant que responsable, recrutement pour le groupe, puis, en charge aussi de la détection, des talents, de la communication, interne, entre autres et puis, une casquette de, transition et d'accompagnement RH, dans le cadre d'acquisitions, externes que l'entreprise a pu effectuer à l'international et notamment aux États-Unis et au Mexique. Donc, beaucoup de choses, se sont passées durant ces quelques années et il y a maintenant, quasiment 6 mois, on m'a proposé, de prendre ce poste, de DRH, pour le périmètre France, puisqu'on avait, pas mal d'enjeux. Voilà. Et alors, j'aimerais te poser la question avant qu'on plonge dans le vif du sujet, mais quelle est aujourd'hui la place des RH au sein de Clients? Faut savoir que Clients, à la base, c'est une entreprise familiale française, voilà, lyonnaise même, qui, s'est développée au fil du temps, donc par, croissance organique et croissance externe. D'une entreprise, française, le groupe est passé à un groupe européen, puis, également, s'est développé, au Maroc et en Tunisie et il y a, 3 ans à peu près, a connu un boom, aux États-Unis et au Mexique. Donc aujourd'hui, on est à peu près 5 000 personnes, hein, au global chez Clients. Dans un milieu effectivement qui est, industriel puisque, on a une trentaine d'usines qui, fabriquent des pièces, techniques à destination de différents secteurs, d'activité comme l'automobile, comme l'aéronautique, le médical, l'industrie électrique. Notre cœur de métier, c'est l'injection plastique, mais voilà, vraiment technique et projet. C'est-à-dire que c'est des process qui sont très spécifiques avec, des inserts de, pièces métalliques notamment, voire d'électronique, donc du sur mesure, finalement pour nos clients. Et c'est vrai que, par le passé, les ressources humaines, c'était beaucoup, d'administration du personnel, beaucoup, de, gestion de la paye, voilà, un peu le classique. Et dans le cadre de ce gros développement, du groupe, la direction a souhaité investir dans les ressources humaines pour en faire un levier stratégique de l'entreprise. C'est pourquoi il y a, maintenant, à peu près, 3 ans et demi, le groupe a vraiment, investi et poussé fort, de ce côté-là. Donc côté développement des équipes, mais aussi mise en place d'outils. Donc là, c'est un petit peu je dirais une véritable, révolution qu'on peut connaître, côté RH, chez Clients pour, vraiment positionner les RH, comme, bras droit, des membres de la direction, que ce soit au sein des usines, mais aussi, direction du groupe.
Dans quel milieu tu évolues? Parce que tu parles de l'industrie. Est-ce que c'est plutôt un milieu d'hommes? Qu'il y a pas mal de mixité? Enfin, comment ça se passe chez vous? Alors, globalement, effectivement, il y a plutôt un équilibre. Aujourd'hui, on est à 47 de femmes à l'échelle globale, hein, du groupe. Pour autant, tout ça, c'est quand même à creuser parce qu'on peut se dire, qu'il y a une belle équité, quand on regarde les métiers, qui sont occupés, par les hommes versus les métiers occupés par les femmes. En fonction, de la spécificité des sites, on peut avoir beaucoup de travail manuel, notamment bah, voilà, en finition, où on va retrouver ben, majoritairement des équipes assez féminisées. Et quand on commence à creuser ben, au niveau managérial, c'est là où finalement le gap se creuse et où on observe eh ben, plus d'hommes à des fonctions managériales. C'est pour ça notamment que ben, la direction s'est fixé un objectif assez ambitieux d'atteindre 30% de femmes à des fonctions managériales d'ici fin 2026. Donc il nous reste à aller un petit peu plus d'un an pour continuer nos efforts. Aujourd'hui, on est à un petit peu plus de 26%. Donc ça a déjà bien avancé. Quand je suis arrivée il y a 3 ans, on était à 21% de mémoire. C'est un travail de fond et sur la durée. J'imagine. Et alors, si on se plonge réellement dans ton sujet de la détection et de l'évolution des talents, pour le coup, je sais que donc le 1er sujet que tu voulais aborder, c'était ce levier puissant justement de féminisation des équipes. Est-ce que tu veux nous en dire plus puisqu'on a commencé à aborder le sujet? Ouais, effectivement, c'est vrai que la détection du potentiel et des talents, à mon sens, peut être un vrai levier de féminisation. Parce que, finalement, les viviers de talents, ils se transforment et si l'industrie, traditionnellement, elle attire et elle promeut majoritairement des profils masculins, bah, finalement, ça signifie qu'en tant que DRH ou manager, il faut aussi repenser les critères de détection des talents. Certes, il y a des compétences techniques, il y a, la recherche de leadership, mais il y a aussi la diversité des profils pour venir, bah, identifier des femmes qui ont le potentiel, derrière. Et finalement, bah, la féminisation et notamment du management, c'est pas, enfin pour moi, c'est pas une question de quota, c'est aussi une question d'efficacité stratégique. Ça va chercher, ben, de l'innovation, de la performance, c'est aussi, ben, une capacité d'adaptation qui est renforcée quand les équipes sont mixtes et finalement, ben, l'un des défis RH, c'est d'être capable d'anticiper et de repérer ces talents féminins pour les accompagner, que ce soit, bah, vers des postes, managériaux ou, des postes d'expertise technique aussi. Voilà, enfin moi ce que j'aime bien dire, c'est que quand on détecte un talent féminin dans un métier industriel, c'est pas uniquement pour, faire progresser, la mixité, mais c'est pour, construire une culture aussi qui soit différente quoi. Voilà. C'est un levier, également de performance et business. C'est pas qu'un symbole quoi, c'est aussi, de la productivité et il y a une étude, de la Banque de France, qui avait été faite sur, à peu près 2 millions d'entreprises françaises, il y a en 2021, si ma mémoire est bonne, qui montrait qu'effectivement, les entreprises qui avaient une mixité élevée dans leurs équipes enregistraient une productivité supérieure de 10 en moyenne. Donc, voilà, c'est la féminisation, c'est aussi de la performance. Alors, je vais pousser un peu le curseur, plus loin pour essayer de te challenger, même si, j'avoue, plutôt aller dans ton sens. Mais j'imagine aussi que beaucoup d'hommes ont pu, des fois se dire: «Oh là là, effectivement, elle sort ses banderoles, elle va défendre la féminisation et cetera». Mais est-ce que finalement mettre un point d'honneur à la féminisation, c'est pas aussi justement créer de l'inéquité ou de l'inéquilibre? Ou est-ce que ça se fait juste naturellement? Alors, je dirais que ça se fait plutôt naturellement parce que justement et on en parlera peut-être plus tard, mais le fait d'avoir un process, qui soit clair et défini de détection du potentiel, permet justement d'aller vers plus d'équité et là est le point important. C'est-à-dire que, on va pas, favoriser telle ou telle personne parce que c'est une femme. Pour autant, on va lui donner la même chance parce que le process est le même pour tous et que les outils sont les mêmes pour tous. Donc ça, c'est un point qui est, hyper important. Après, chaque accompagnement est différent et on va accompagner la personne, on va pas accompagner un genre.
Donc ça aussi, c'est un point qui est assez important. Au-delà de ça, il y a la détection du potentiel, mais si on va un petit peu plus en amont, c'est aussi, dès la phase de recrutement que ça se joue. Bon là, c'est un peu mon mon âme de recruteur qui parle, mais dès la rédaction de l'annonce, dès l'identification des profils aussi, de rédiger des annonces, qui soient pas biaisées, de, pas avoir de prisme aussi, durant les entretiens et détecter, les talents, c'est pas uniquement, venir détecter, des niveaux élevés de l'entreprise. Finalement, c'est aussi, sur le terrain, en tant que responsable RH d'usine, en tant que, chef d'équipe, en tant que responsable de production, savoir, détecter quand parmi peut-être, les opérateurs et opératrices, on a, une personne, qui, a l'envie et le potentiel pour évoluer. Et donc c'est aussi, finalement, voilà, ça se joue à tous les niveaux. C'est super intéressant. Du coup, j'aimerais qu'on se plonge ensemble dans ce process un peu dont tu parles depuis tout à l'heure de, détection et d'évolution des talents. Comment ça se passe? Tu disais qu'effectivement, ça commençait dès la phase de recrutement jusqu'à peut-être la sortie, du collaborateur. Donc c'est vraiment toute la phase de vie du collaborateur dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ton process et comment ça vit? Ouais. Alors, c'est un process, qu'on a mis en place, chez Clience, enfin qui s'est construit au fil du temps, mais globalement, qu'on a développé depuis 3 ans. Donc on a mis en place évidemment un processus de recrutement, voilà assez, classique, mais qui se veut, réactif et avec les bons outils. Et suite à ça, on a développé, un processus de people review, donc qu'on réalise annuellement, dans lequel on va venir détecter les potentiels, où on va venir croiser le niveau de performance et le niveau de potentiel. Sauf que c'est vrai qu'il était important de venir, outiller, pour le coup, les directions, sur le sujet. Parce que, quand on parle de détection du potentiel, c'est, sortir d'un regard qui soit subjectif. Pendant longtemps, l'évolution professionnelle, c'était souvent ça, la performance visible, la confiance personnelle, l'intuition et finalement, là, nous, on a mis en place une grille d'évaluation et de détection du potentiel qui vient vraiment chercher, les soft skills qu'on attend et cette grille-là, elle permet de rendre finalement le process plus juste, plus transparent aussi et quand on vient croiser performance et potentiel, on utilise assez classiquement une matrice, Ninebox, voilà, pour, venir professionnaliser un petit peu tout ça. L'un des choix qu'on a fait aussi, c'est, de ne pas lier, la rémunération à cette détection-là de talent. Bon, ça c'est plutôt une position d'entreprise, on va dire. Et in fine, on vient détecter les personnes clés dans les équipes. On vient détecter les talents de demain, qu'on appelle Key Talent chez Clients. On vient détecter aussi des experts qui sont des experts techniques, mais qui ont cette capacité à transmettre avec pédagogie. L'objectif, c'est on va dire de ne pas mettre des gens dans des cases, mais de mieux comprendre où chacun se situe pour aider justement à évoluer. Et voilà, c'est passer du feeling au process, c'est accepter qu'on ne détecte pas toujours les mêmes profils, c'est ouvrir le champ en fait. Voilà. Une fois qu'on a effectué cette détection, où en fait, pour le coup, ça implique les directeurs d'usine, les responsables RH de site, les DRH de pays, les directions générales. Il y a des revues, donc des équipes directes, il y a des revues compléments aussi, donc matricielles, donc des regards qui viennent se croiser aussi. In fine, une fois qu'on a consolidé tout ça, chaque site forcément travaille pour construire des plans de succession, de transmission des compétences, d'évolution. Les DRH de pays également, et la direction générale aussi, du coup, a vu sur ce vivier, on va dire, de talents de demain et d'experts de demain pour construire en fait cette trajectoire, quoi. C'est génial, ça donne envie de foncer pour, en tout cas, les entreprises qui n'ont peut-être pas encore mis en place ça. Mais en t'écoutant, je me dis: «Oh là là, aussi, ça peut faire peur» parce qu'il y a tellement de choses qui ont été mis en place. C'est un boulot de dingue, en fait, ce que vous avez construit. Si tu devais t'adresser aux RH, DRH qui n'ont pas encore mis en place ce type
de process, quel serait, l'outil un petit peu par, étape, que tu aimerais leur conseiller pour les aider justement? Alors, je dirais qu'il y a des choses assez simples à mettre en place. C'est pas forcément nécessaire d'avoir une usine à gaz, en fonction de la taille de l'entreprise, on n'est pas forcément digitalisé non plus. Nous, aujourd'hui, on a mis en place, un SIRH qui nous permet d'avoir un processus qui soit digital. Pour autant, on a commencé très simplement avec, nos entretiens annuels, et avec un fichier Excel, donc assez, basico-basique, quoi. Les entretiens annuels, c'est la 1re pierre, en fait, de tout ça, puisque c'est, le niveau de performance et finalement, pour bien, venir, travailler la performance, c'est déjà accompagner les managers à, comment on fixe des objectifs et comment on les évalue. Ça, c'est une 1re étape qui est essentielle. Derrière ça, sur la partie potentielle, nous, on est venu vraiment réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'on ait un potentiel chez Clience? Quelles sont les compétences clés dont on a besoin pour réussir? Et finalement, on s'est rendu compte que l'entreprise qui était en plein développement, c'est vrai que ça bougeait très vite. On s'est dit: «La capacité d'adaptation, la flexibilité, c'est quelque chose qui est commun à toutes les personnes qui réussissent chez nous». Et en fait, on s'est posé ces questions-là pour plein de soft skills, ce qui nous a donné, à la fin, une sorte de questionnaire du coup, de détection du potentiel qui vient targeter, je dirais une quinzaine de soft skills et que viennent compléter du coup, les directeurs d'usine et les directeurs de département, pour leurs collaborateurs et voilà, avec un système de comptabilisation, de points, donc encore une fois, très facile à faire sur Excel. Mais à minima, ça nous donne, une grille de lecture commune à tous et quel que soit le pays aussi. Parce que ça, c'était quelque chose d'important, c'était de se dire, on a besoin de détecter finalement ce qui nous permet de réussir, qu'on soit en France, au Mexique, en Slovaquie, au Maroc, et donc de trouver les points communs à ce niveau-là. Voilà. Donc tu as tes soft skills qui finalement, peu importe le poste, seront toujours les mêmes et après tu fais aussi une évaluation sur la partie technique, j'imagine, qui là sont plutôt liées à la fiche de poste et complètement adaptées à chacun. Et quand tu as identifié tes potentiels, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que vous avez en fait une sorte de CV tech, des potentiels et comment ça se gère? Parce que des fois, il y a pas de moyen de faire évoluer ces personnes en instant T. Oui, effectivement et justement, la plupart du temps, quand on détecte des potentiels, l'évolution, elle est pas immédiate. Parce que ce qu'on vient chercher, c'est aussi une construction à moyen terme et à long terme. Donc on met en place des viviers, typiquement, des viviers de, futurs, directeurs d'usine, par exemple. Ça peut être des viviers sur, des métiers qui sont, en tension ou, voilà, sur des marchés spécifiques, sur lesquels on se développe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la construction, de plans de carrière, c'est donner de la visibilité et pour accompagner tout ça, il y a différents outils, qu'on peut déployer. On travaille, pas mal, l'assessment également, donc pareil avec des outils qu'on a mis en place. On peut mettre en place du coaching, on peut mettre en place, du mentoring, des projets spécifiques pour venir développer telle ou telle compétence. Si on sait que telle personne, on la projette à un poste, d'ici 3 ans, c'est faire le delta entre, les compétences actuelles versus les besoins de demain et donc du coup définir les projets qui peuvent l'aider à acquérir ces compétences-là, au fil du temps. Et point important aussi, on a mis en place une charte de la mobilité, interne pour favoriser la mobilité à tous les niveaux, que ce soit, vertical, transversal, horizontal, qui viennent encadrer aussi ce processus de mobilité parce qu'une évolution, c'est aussi, une mobilité, donc avec un process qui est, similaire, pour tous. Tu disais, alors on en parlait en off tout à l'heure, mais que dans ta charte de mobilité, il y a effectivement le process encadré d'évolution, ce besoin de confidentialité de la part des collaborateurs, hein, parfois s'ils ont pas envie d'en parler à leur manager quand ils postulent, ce qui est pas le cas dans toutes les entreprises ça et qui peut des Mmh. fois être un peu un caillou dans la chaussure pour certains.
Tu me parlais d'une mise en place d'une période probatoire aussi qui est intéressante, les formations adéquates, le mentoring, donc en fait, un vrai accompagnement sur le long terme. Moi, j'avais une question sur la communication parce que dans beaucoup d'entreprises, la communication, c'est un petit peu le point faible. Quand tu parles d'identifier un potentiel qui va peut-être évoluer d'ici 2, 3 ans, est-ce que ça, vous le communiquez à la personne? Enfin, comment vous faites en termes de communication ou est-ce que c'est un peu, caché dans les petits papiers de l'entreprise, mais pas forcément communiqué? Ouais, c'est une question qui est, importante, et sur laquelle on revient souvent parce qu'on se pose des questions sur la bonne, façon de faire. C'est vrai que tout ce processus de détection des potentiels et de people review, c'est pas quelque chose qu'on partage de manière globale, au niveau de l'entreprise. Déjà parce que, ben, on peut toujours faire mieux et parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité finalement de venir évaluer le potentiel de l'ensemble des 5 000 collaborateurs. On vient, targeter certaines populations, la plupart du temps les N-1, N-2 des directeurs, de sites, et des directions, aussi au niveau groupe. Et donc il y a tout un enjeu aussi qui est de ne pas créer de frustration. Pour autant, il y a l'envie d'aller plus loin, ça c'est évident. Souvent le message qu'on passe, c'est, aux managers, c'est, de dire, c'est des sujets qui peuvent être évoqués pendant les entretiens, entretiens annuels de performance ou entretiens pro, également, pendant les revues de mi-année, en fonction et d'être de plus en plus aussi dans le feedback, continu avec ses collaborateurs. C'est-à-dire que, quand on détecte notamment un potentiel d'évolution chez quelqu'un, ben, on a beau, nous le détecter et imaginer une feuille de route, si elle n'est pas partagée par le collaborateur, ça ne fonctionnera pas. Et donc c'est de, commencer à poser des jalons, évidemment, parler de ses aspirations professionnelles, de ce qu'il a envie de faire, pourquoi, de lui faire sentir que nous on a réfléchi au sujet et que, ben, il y a différentes trajectoires qui peuvent se dessiner, mais il faut qu'on les dessine ensemble. Au final, ben, au moment de l'entretien, annuel, et de l'entretien de performance, on vient fixer des objectifs, et donc du coup, c'est aussi, bah, co-construire des objectifs qui vont dans le sens de cette trajectoire qui peut être à moyen terme. Donc voilà, disons que c'est, une manière de communiquer avec, le collaborateur en question, sans pour autant en faire quelque chose, d'élitiste, en disant, «Tu es un talent, et on mise sur toi». Voilà, je sais pas si c'est très, clair, mais Si, si, ça laisse un juste dosage, en fait, dans la communication pour aussi engager et retenir, aussi les talents, mmh, mais ne pas non plus, survendre, le projet, quoi. mmh, mmh, J'entends. exactement. Tu parlais, tout à l'heure d'experts, et de managers. On C'est un sujet qui est de plus en plus sur la table, qui est la filière managériale vs la filière expertise, Mmh. qui, à mon sens, est encore trop peu mis en avant. Comment ça se passe chez vous? Ouais, je commençais à en parler tout à l'heure. Dans notre, people review, on détecte aussi du coup, des experts, qui ont une expertise métier, donc des compétences pointues, qui sont les personnes vers qui on va se tourner, quand on a une question sur tel ou tel sujet. Et on a, ben, les soft skills, qui sont associés. Je parlais de pédagogie, de transmission. Parce que finalement, l'expert, en tout cas c'est notre vision chez Clience, s'il est expert de son sujet dans son coin, et ben, ça va pas tant nous aider. Parce que, ben, le jour où il part, on perd toute la compétence clé. Et donc un véritable expert, c'est celui qui, apprécie, ben, de transmettre cette expertise-là. Ce qu'on est en train de construire, c'est, un réseau de formateurs, internes. C'est, bon, une vision à long terme, hein, mais, dans certains pays, on a déjà, on va dire, les premières bases, qui sont en train de se poser avec des formations de formateurs. Et c'est vrai que d'autant plus comme on est dans des métiers qui sont très techniques, c'est, essentiel, tout simplement pour, la pérennité et pour la performance de l'entreprise que de venir, détecter ces expertises-là. C'est aussi, valoriser et mettre en avant les compétences métiers, et c'est sortir de ce schéma
qui parfois peut être un peu destructeur, de valoriser par l'évolution managériale. Et de faire évoluer un expert technique sur un poste de manager, alors qu'il n'en a pas forcément les velléités, alors qu'il n'en a pas forcément l'envie, et la plupart du temps, qu'en plus, il n'est pas forcément accompagné pour devenir manager. Donc, c'est vraiment revenir au cœur de notre métier, quoi. Comment vous faites pour identifier un expert technique qui finalement n'a pas la fibre au management? Parce que souvent c'est des gens qui sont très techniques, qui adorent ça et qui ne savent même pas eux-mêmes si, ils ont envie d'évoluer manager et vu que la culture un peu notre société nous a dit, le graal c'est le management et ben, tout le monde y va tête baissée. Donc c'est comment sensibiliser et les aider à aussi, se positionner eux? Ouais, c'est une bonne question. Alors, il peut y avoir différents leviers à mon sens. Souvent, on commence par, confier peut-être un rôle de coordinateur, par exemple, ou de recruter un stagiaire ou un alternant, qui sont des premiers tests. Voilà, si, il y a, une envie aussi qui est partagée évidemment, hein, par le salarié en question. Et puis, les projets transverses aussi sont très, intéressants pour venir détecter ça. Parce que, le risque est peut-être un peu moins élevé et du coup, on se rend compte aussi souvent que le management, transversal peut être une manière de, détecter finalement les managers de demain. Parce qu'il faut créer du lien, parce que, en plus on n'est pas forcément, toujours sur, le même site, parce qu'on est confronté aussi dans le cadre de projets à, d'autres, métiers, et donc ça vient mobiliser, pas mal de compétences, qui sont importantes pour les managers. Voilà. Après au-delà de ça, c'est vrai qu'on a construit aussi des formations managers, chez Clients qu'on a développées, à l'ensemble de notre population managériale. Donc c'est des formations qui sont pour le coup vraiment complètes, dans laquelle on donne des outils communs, aux managers. Et cette formation-là, elle est systématiquement proposée à toutes les personnes qui évoluent sur un poste de manager. Elle permet à certains de se rendre compte qu'ils sont pas forcément faits pour ça. Forcément, on se pose des questions, on prend du recul sur pas mal de choses et il y en a d'autres qui, au contraire, sont d'autant plus, engagés, parce que, ils se rendent compte que, bah, oui, pour eux, ça fait sens et ça les motive d'autant plus, quoi. On utilise aussi, ben, le questionnaire DISC, dans cette formation. On parle de management rythmique, et ça donne aussi, on va dire, une base commune, à tous nos managers, ben, encore une fois, quel que soit le pays dans lequel il exerce, quoi. Voilà. La volonté, mais là je me projette un petit peu, mais c'est de construire un programme qui soit similaire pour les managers transversaux. Voilà, parce que, il y a des enjeux qui sont tout aussi, importants. Je vois que le temps passe, mais j'aimerais te poser cette fameuse dernière question que je pose à tous les DRH. Toi, en tant que DRH, quels conseils tu aimerais donner aux DRH qui t'écoutent justement sur le sujet de, la détection et de l'évolution des talents? Bonne question à laquelle je n'avais pas réfléchi. Finalement, enfin, je pense que la détection des talents, pour que ça fonctionne et ben, c'est avant tout se poser la question de la culture d'entreprise qu'on veut et de la culture d'entreprise qu'on a aujourd'hui, qu'on veut construire demain. Parce que, sans cette, réponse-là et ben, je pense qu'on n'a pas le bon prisme pour venir, détecter les talents. C'est eux qui vont construire, la culture de l'entreprise, au final. Donc voilà, c'est peut-être une question un peu plus vaste, qui pourrait même être, philosophique et sur laquelle on pourrait réfléchir longtemps. Et Heu maintenant, tu me titilles parce que j'ai plein d'autres questions que j'ai envie de poser, mais c'est le moment où je dois m'arrêter. Mais en tout cas, merci beaucoup Clémence, pour tout ton partage. J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés auront apprécié au même niveau que moi, notre échange et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de ma vie de DRH et surtout, merci Clémence pour ces 30 minutes ensemble. Merci à toi, Pauline. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez avoir une communication plus fluide et sincère au sein de votre organisation,
un codir plus visionnaire et authentique, des managers qui fédèrent et engagent leurs équipes, et enfin des collaborateurs plus autonomes et responsables. Ça vous dit qu'on en parle ? Je vous ai mis notre numéro de téléphone dans la description de ce podcast et je serais ravie de vous avoir au bout du fil. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de Ma vie de DRH.